Dans le monde complexe et souvent obscur de l'espionnage international, un théâtre d'ombre où s'affrontent des puissances comme la CIA américaine ou le MI6 britannique, peu de noms inspirent autant de respect, de crainte et de fascination que le Mossad. Le respect pour son efficacité redoutable et son audace. La crainte pour sa portée mondiale et sa réputation d'implacabilité. Et la fascination pour le voile de secret quasi mythique qui l'entoure, où les faits avérés se mêlent aux légendes les plus folles. C'est l'Agence de renseignement national d'Israël, un nom murmuré avec un mélange de déférence et d'anxiété dans les couloirs du pouvoir, des Nations Unies à Washington, de Téhéran à Moscou. Chaque opération réussie, qu'elle soit connue ou qu'elle reste à jamais secrète, renforce sa légende. Chaque échec, souvent spectaculaire, ne fait qu'épaissir le mystère. Pour ses alliés, c'est un atout inestimable. Pour ses ennemis, c'est un spectre omniprésent. Son nom officiel, rarement utilisé, est Hamossad le Modi'in ou les Tafkidim Meyuhadim, ce qui se traduit par Institut pour le renseignement et les opérations spéciales. Chaque mot est pesé. Institut évoque le travail intellectuel, l'analyse méticuleuse, la patience des cerveaux qui assemblent les pièces d'un puzzle mondial à partir de fragments d'informations. C'est le côté cérébral, stratégique. Opération spéciale, c'est l'autre face de la pièce, le bras armé, la main qui agit dans l'ombre. C'est l'action directe, décisive et souvent létale. Cette dualité est au cœur de l'identité du Mossad. Elle est parfaitement résumée par sa devise non officielle, tirée du livre des Proverbes, « Car tu feras la guerre avec prudence », souvent interprétée et traduite par « Par la tromperie, tu feras la guerre ». Cette philosophie pragmatique, où la fin justifie les moyens pour assurer la sécurité nationale, est la clé pour comprendre ses actions les plus audacieuses et les plus controversées. Le Mossad a été officiellement formé le 13 décembre 1949. Pour comprendre cette naissance, il faut se replonger dans le chaos de l'époque. Le jeune État d'Israël vient à peine de survivre à sa guerre d'indépendance. Il est isolé, entouré de nations hostiles qui ont juré sa destruction. La survie n'est pas une certitude, c'est un combat de chaque instant. Le Premier ministre David Ben Gurion, un visionnaire pragmatique, comprend qu'une supériorité militaire conventionnelle ne suffira jamais. Israël doit voir avant d'être vu, savoir avant que l'ennemi ne frappe. Il décide de centraliser les différentes agences de renseignement embryonnaires issues des organisations paramilitaires de la période pré-étatique comme le Sha'a'i, le service de renseignement de la Haganah. Son objectif est de créer une agence unique, agile et directement sous ses ordres, dont la mission première, absolue et non négociable, serait d'assurer la survie et la sécurité d'Israël par tous les moyens nécessaires. Son mandat est donc vaste et multiforme. Il y a d'abord la collecte de renseignements humains, le UMINT, l'art ancestral de l'espionnage. Recruter des sources au cœur des gouvernements ennemis, des organisations terroristes et des programmes d'armement. C'est un jeu psychologique dangereux, fait de manipulation, de confiance et de trahison, où la moindre erreur peut coûter la vie d'un agent ou d'un informateur. Ensuite, les opérations secrètes, qui vont bien au-delà des assassinats ciblés. Cela inclut des missions de sauvetage audacieuses, comme l'opération Moïse, qui a permis d'exfiltrer des milliers de juifs éthiopiens vers Israël. Cela comprend aussi le sabotage, qu'il soit physique, comme la destruction d'infrastructures, ou numérique, comme la cyberguerre visant à paralyser les programmes nucléaires ennemis. La lutte contre le terrorisme est également une priorité absolue. Une guerre sans front ni ligne de front, menée contre des cellules dormantes de Paris à Beyrouth, souvent en réponse à des attaques sanglantes comme le massacre des athlètes israéliens aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. Enfin, et c'est peut-être sa mission la plus critique, l'agence est chargée d'empêcher les pays hostiles d'acquérir des armes de destruction massive. C'est une obsession stratégique. Le Mossad a mené une campagne implacable et souvent controversée contre les programmes nucléaires irakiens, syriens et plus récemment iraniens, utilisant un arsenal de méthodes allant de l'infiltration et du sabotage à l'élimination de scientifiques clés. Pour le Mossad, l'existence d'une bombe atomique aux mains d'un ennemi existentiel est une ligne rouge qui ne peut être franchie. Mais pour saisir l'essence du Mossad, il faut regarder au-delà des mandats officiels, vers les opérations qui ont forgé sa légende. Saviez-vous, par exemple, que l'un des pires criminels de l'histoire, l'architecte de la solution finale, vivait une vie paisible sous un faux nom dans une banlieue de Buenos Aires? Adolf Eichmann se croyait à l'abri, oublié du monde. Mais le Mossad n'oublie pas.
Comment capturer un homme à l'autre bout du monde, sur le territoire d'un pays souverain, et le ramener secrètement pour qu'il soit jugé, sans déclencher d'incidents diplomatiques majeurs? Ce n'est pas le scénario d'un film hollywoodien, c'est la véritable histoire de l'opération finale. Une démonstration magistrale de planification, de patience et d'une audace défiant l'imagination. Le Mossad n'est donc pas un simple observateur passif. Il est un acteur proactif et décisif sur la scène mondiale. Une main invisible qui a, à de multiples reprises, façonné le cours de l'histoire moderne. Ces opérations ont fourni des renseignements cruciaux qui ont influencé l'issue de guerres, comme la guerre des 6 jours. Elles ont déjoué d'innombrables complots terroristes. Elles ont façonné, et continuent de façonner, l'équilibre précaire du pouvoir au Moyen-Orient, souvent en opérant dans les zones grises du droit international, sous le sceau du secret et du déni plausible. Dans les chapitres qui suivent, nous allons lever le voile. Nous explorerons ses plus grands succès, mais aussi ses échecs les plus cuisants. Nous rencontrerons les hommes et les femmes, les Skatsas, qui risquent leur vie dans l'ombre. Préparez-vous à plonger dans un univers de mystères, de dilemmes moraux et de révélations surprenantes, au cœur de l'ombre et de la légende du Mossad. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sur les ruines fumantes de l'Europe, une nouvelle ère s'annonçait. Le monde, épuisé par des années de conflits, aspirait à la reconstruction, à la paix, à l'oubli. Les procès de Nuremberg ont bien tenté de juger les principaux architectes de la barbarie nazie, mais leur portée était limitée. Pour chaque dignitaire jugé, des dizaines d'autres, des milliers même, avaient profité du chaos pour s'évanouir dans la nature. Ils ont emprunté des filières d'évasion complexes, les tristement célèbres Ratlin, des réseaux clandestins qui, avec la complicité de sympathisants, les ont conduits vers des refuges sûrs en Amérique du Sud, au Moyen-Orient ou sous de fausses identités en Europe même. Pendant 15 ans, le silence s'est installé, un silence lourd et coupable. Mais pour les survivants de la Shoah et pour le jeune État d'Israël, ce silence était assourdissant. D'innombrables criminels nazis, les mains couvertes de sang, s'étaient volatilisés, échappant à la justice des hommes. Parmi ces fantômes du passé, un nom en particulier hantait la mémoire collective. Un nom qui ne symbolisait pas la brutalité du champ de bataille, mais l'horreur froide et méthodique d'un bureaucrate. Adolf Eichmann. Il n'était pas un général, mais un organisateur. Le chef de la section 4 de B4, de la Gestapo, chargé des affaires juives. Son arme n'était pas le fusil, mais le tampon, le téléphone et l'horaire des trains. Il était le logisticien zélé de la solution finale, l'homme qui a planifié et supervisé la déportation de millions d'hommes, de femmes et d'enfants vers les camps de la mort. Il était l'incarnation même de ce que la philosophe Hannah Arendt appellera plus tard la banalité du mal. Un fonctionnaire médiocre devenu l'un des plus grands meurtriers de masse de l'histoire. Pour le monde, il était l'architecte en chef de l'Holocauste. Après la défaite de l'Allemagne, Eichmann a été capturé par les Américains, mais sa véritable identité n'a pas été découverte. Il s'est évadé d'un camp de prisonniers et a passé plusieurs années à se cacher en Allemagne avant d'obtenir, grâce à l'aide d'un évêque sympathisant au Vatican, un passeport humanitaire au nom de Ricardo Clément. En 1950, il embarque pour l'Argentine. Là, loin des ruines de son Reich millénaire, il a reconstruit sa vie. Il a trouvé un emploi dans une usine Mercedes-Benz, a fait venir sa femme et ses enfants, et s'est installé dans une modeste maison de la banlieue de Buenos Aires. Pour ses voisins, Ricardo Clément était un homme ordinaire, un travailleur sans histoire. Personne ne pouvait imaginer que ce père de famille discret était le monstre qui avait envoyé des millions de personnes à la mort. Il menait une vie d'une obscurité et d'une tranquillité révoltante. Mais si le monde semblait vouloir oublier, Israël, lui, n'oubliait pas. Pour le Premier ministre David Ben-Gurion, et pour une nation entière composée en grande partie de survivants, la capture d'Eichmann n'était pas une question de vengeance, mais de justice historique. C'était un impératif moral, un devoir sacré envers les 6 millions de victimes. Il fallait montrer au monde et aux Juifs eux-mêmes que l'ère de l'impuissance était révolue. La tâche, d'une complexité et d'une audace extrême, fut confiée à l'agence de renseignement extérieur d'Israël, le Mossad. Encore jeune, l'agence allait devoir opérer à des milliers de kilomètres de chez elle, en violation de la souveraineté d'un autre pays, pour une mission qui définirait sa légende pour les décennies à venir. Pendant des années, la piste d'Eichmann est restée froide. Puis, en 1957, la percée est venue de la source la plus improbable qui soit. À Buenos Aires vivait Lothar Hermann, un Allemand juif qui avait fui le nazisme, mais dont la cécité était le résultat des tortures subies à Dachau.
Sa fille, Sylvia, fréquentait un jeune homme nommé Nicolas, ou Klaus. Un soir, lors d'une conversation, Klaus Eichmann se vanta de l'identité de son père et exprima son regret que les nazis n'aient pas terminé le travail. Horrifiée, Sylvia raconta tout à son père. Pour Lothar Hermann, le nom d'Eichmann fit l'effet d'un coup de tonnerre. Malgré sa cécité, il voyait clair. Il a soupçonné que le petit ami de sa fille était le fils du tristement célèbre criminel de guerre. Hermann a alors écrit une lettre, non pas aux autorités argentines, ni même à la police allemande, mais à un homme en qui il avait confiance, Fritz Bauer, le procureur général de l'État de Hesse en Allemagne. Bauer, lui-même juif et social-démocrate, avait été contraint à l'exil sous Hitler. De retour en Allemagne, il était déterminé à traquer les criminels nazis, mais il se heurtait à un mur de silence et de complicité. Il savait que l'appareil judiciaire et administratif allemand était encore gangrené par d'anciens nazis. Transmettre l'information par les voies officielles aurait signé l'arrêt de mort de l'opération, alertant Eichmann qui se serait à nouveau volatilisé. Prenant un risque immense, celui d'être accusé de trahison, Bauer a pris une décision courageuse. Il a contacté directement les services secrets israéliens. Le Mossad, sous la direction de son chef légendaire, Isser Harel, a pris l'information au sérieux. Une première mission de reconnaissance fut envoyée à Buenos Aires, mais l'enquête s'est avérée décevante. L'adresse fournie par Hermann était celle d'un logement qu'Eichmann avait quitté. Les agents sont rentrés bredouille et le dossier a été classé. Mais Fritz Bauer n'a pas abandonné. Il a continué à faire pression, fournissant de nouvelles informations, convaincu de la validité de la piste. Son insistance a finalement payé. En 1959, Isser Harel, un homme connu pour sa détermination obsessionnelle et sa conviction que la capture d'Eichmann était une mission historique, a décidé de relancer l'opération. Cette fois, il n'y aurait pas de demi-mesure. Il a assemblé une équipe de choc, les meilleurs agents du Mossad, et a décidé de superviser personnellement l'opération sur le terrain. La traque commençait pour de bon. Pendant des semaines, l'équipe du Mossad a mené une surveillance discrète mais intense de la maison située au 14 rue Garibaldi. Ils ont photographié, observé et méticuleusement documenté la routine de Ricardo Clément. La confirmation finale est venue le 21 mars 1960, jour de l'anniversaire de mariage d'Eichmann. Les agents l'ont vu acheter un bouquet de fleurs pour sa femme, un geste qui correspondait aux informations qu'il possédait. Le piège pouvait se refermer. Le plan, baptisé Opération Finale, était d'une simplicité audacieuse. L'intercepter sur le chemin du retour de son travail. Le soir du 11 mai 1960, l'équipe se mit en position. 2 voitures, capot ouvert pour simuler une panne, étaient égarées le long de la rue Garibaldi. À l'intérieur, des hommes retenaient entre leur souffle, le cœur battant au rythme de l'histoire qui s'apprêtait à basculer. L'attente était insoutenable. Chaque minute semblait une éternité. Le bus qu'Eichmann prenait habituellement est passé, mais il n'était pas dedans. Un autre bus, puis un autre. Le doute s'installa. Avait-il changé sa routine? L'opération était-elle compromise? La tension était à son comble. Puis, vers 20h05, un bus s'est arrêté au coin de la rue. Une silhouette d'homme en est descendue et a commencé à marcher dans leur direction, une main dans la poche. C'était lui. Après 15 ans de fuite, leur cible était enfin là, à quelques mètres seulement. Peter Malkin, VO, reconstitué. Un momentito, señor. Narrateur. VO. Eichmann, surpris, s'est arrêté. En une fraction de seconde, Malkin l'a saisi et l'a fait basculer au sol dans une prise de combat. Eichmann a poussé un cri de terreur, un son que les agents n'oublieront jamais. Immédiatement, le reste de l'équipe a surgi. Ils l'ont bâillonné, lui ont bandé les yeux et l'ont jeté sur le plancher d'une des voitures. En moins d'1 minute, l'opération était terminée. La voiture a démarré en trombe et a disparu dans la nuit de Buenos Aires, laissant derrière elle une rue vide et le cours de l'histoire changé à jamais. Eichmann fut conduit dans une villa louée par le Mossad, une maison sûre où il allait passer les 9 jours suivants. Enchaîné à un lit, il était gardé 24 heures sur 24. La première étape était de confirmer son identité sans le moindre doute. Les agents ont vérifié ses cicatrices, sa dentition et la marque sur son bras où il avait tenté de faire disparaître son tatouage de groupe sanguin SS. Puis, l'interrogatoire a commencé.
menée par l'agent Zvi Aharoni. Il n'y eut pas de violence. Face à un flot de preuves irréfutables, le masque de Ricardo Clément s'est finalement fissuré. Acculé, il a prononcé les mots que le monde attendait d'entendre. Ich bin Adolf Eichmann. Il a ensuite rédigé et signé une déclaration dans laquelle il acceptait volontairement d'être jugé par un tribunal israélien. Le capturer était une chose, le faire sortir d'Argentine en était une autre, peut-être encore plus périlleuse. L'opération violait la souveraineté argentine, et si l'équipe était découverte, les conséquences diplomatiques et judiciaires seraient désastreuses. Harel a mis au point un plan d'une audace folle. Un avion de la compagnie nationale israélienne, El Al, avait été affrété pour ramener la délégation israélienne venue célébrer le 150e anniversaire de l'indépendance de l'Argentine. Eichmann ferait partie du voyage. Le 20 mai, un médecin de l'équipe lui a administré un sédatif pour le rendre docile et somnolent. Ils l'ont habillé avec un uniforme d'El Al et lui ont fourni de faux papiers d'identité. Soutenu par 2 agents, jouant le rôle de collègues, aidant un membre d'équipage malade et un peu ivre, ils l'ont fait passer les contrôles de l'aéroport international d'Ezeiza. Chaque regard d'un fonctionnaire, chaque seconde d'attente au contrôle des passeports était une épreuve de nerfs. Finalement, ils ont atteint l'avion. Une fois à bord, Eichmann a été attaché et caché hors de vue. Lorsque les portes de l'avion se sont refermées, un soupir de soulagement collectif a parcouru l'équipe. L'avion a décollé, s'est arraché au sol argentin et a mis le cap sur l'est, vers Israël. Une fois dans l'espace aérien international, Yasser Harel a envoyé un message codé à Ben Gourion à Tel Aviv. Le message disait simplement que le colis était à bord. Le fantôme du Troisième Reich, l'homme qui avait organisé la mort de millions de personnes depuis son bureau, était enfin en route pour son jugement. En 1972, le monde célébrait la paix et l'unité aux Jeux Olympiques de Munich. La 20e Olympiade se voulait être les Jeux du bonheur, un symbole de la renaissance de l'Allemagne et de sa réconciliation avec le monde. Mais cet esprit d'espoir, si soigneusement cultivé, fut brutalement et irrémédiablement brisé. Dans l'aube du 5 septembre, l'idéal olympique allait être assassiné. Un commando de terroristes palestiniens, membre de l'organisation Septembre Noir, a escaladé les clôtures du village olympique et pris d'assaut les quartiers de la délégation israélienne. Ils ont immédiatement tué 2 athlètes qui tentèrent de résister et en ont pris 9 autres en otage. Leurs exigences étaient claires, la libération de 236 militants palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Le monde entier a regardé, paralysé. L'impasse de 28 heures se déroulait en direct à la télévision, transformant un événement sportif mondial en une crise internationale. Une tentative de sauvetage bâclée par les autorités allemandes, mal équipées et totalement inexpérimentées face à ce type de crise, s'est terminée en une tragédie effroyable. L'assaut sur la base aérienne de Fürstenfeldbruck fut un désastre. Des tireurs d'élite mal positionnés, une communication défaillante et, surtout, la capacité des terroristes à suivre les mouvements de la police à la télévision ont conduit à un bain de sang. Les 9 otages restants furent tués. 5 terroristes et un policier allemand sont également morts. Les Jeux du bonheur étaient devenus le massacre de Munich. Le monde était sous le choc. En Israël, le deuil national s'est rapidement transformé en une résolution de fer. La douleur a cédé la place à une fureur froide et implacable. La première ministre Golda Meir, surnommée la Dame de Fer de la politique israélienne, a convoqué une réunion secrète de son cabinet de sécurité. Ce groupe, qui sera connu sous le nom de Comité X, allait changer les règles de l'engagement. Golda Meir a autorisé une nouvelle doctrine, un changement sismique dans la politique israélienne, le passage d'une posture défensive à un contre-terrorisme offensif et proactif. La mission, nommée Opération Colère de Dieu, était née. Son objectif était d'une simplicité glaçante, traquer et tuer tous les responsables du massacre de Munich, des planificateurs aux financiers en passant par les exécutants. Une guerre de l'ombre menée à travers les continents, sans règles et sans date d'expiration. Une liste de cibles fut établie et l'unité d'élite des assassinats du Mossad, le Kidon, fut lâchée. La campagne a commencé à Rome le 16 octobre 1972. Wael Zweiter, représentant de l'OLP en Italie, fut la première cible. Intellectuel et traducteur, ses partisans soutenaient qu'il était un pacifiste, mais pour Israël, il était un membre clé de Septembre Noir. Alors qu'il rentrait chez lui, 2 agents du Mossad l'ont abattu de 12 balles dans le hall de son immeuble.
Le message était double. Non seulement la cible était éliminée, mais le nombre de balles était un décompte sinistre, une vengeance symbolique pour les 11 athlètes israéliens assassinés. À Paris, la cible suivante était Mahmoud Hamshari, le porte-parole de l'OLP. La méthode du Mossad était aussi ingénieuse que brutale. Un agent, se faisant passer pour un journaliste italien, a appelé Hamshari pour confirmer qu'il était seul. Quelques instants plus tard, un second appel. Lorsque Hamshari a décroché et s'est identifié, un signal à distance a été envoyé, faisant détonner une bombe cachée dans le socle de son téléphone. Le message était clair. Votre maison n'est pas un sanctuaire, votre vie privée est une illusion. Personne n'était en sécurité. L'opération la plus audacieuse, nom de code Printemps de la jeunesse, a eu lieu à Beyrouth. Ce ne fut pas un assassinat silencieux, mais un assaut militaire à grande échelle. Dans la nuit du 9 avril 1973, des commandos d'élite du Sayeret Matkal ont débarqué sur une plage de Beyrouth. Pour se fondre dans la masse, certains, dont un jeune officier nommé Ehud Barak, futur Premier ministre, étaient déguisés en femmes. Ils ont pris d'assaut les appartements de leur cible en plein cœur de la ville, tuant 3 hauts dirigeants de l'OLP, Mohammad Youssef al-Najjar, Kamal Adwan et Kamal Nasser. Le raid fut un succès retentissant, démontrant la portée et l'audace d'Israël. Mais la campagne a connu un tournant tragique à Lillehammer, en Norvège. Le Mossad croyait avoir enfin localisé le trophée ultime. Ali Hassan Salameh, le charismatique et insaisissable chef des opérations de Septembre Noir, surnommé le Prince Rouge. Il était considéré comme le principal architecte de l'attentat de Munich. Agissant sur la base d'un renseignement erroné, une équipe du Kiddan a suivi un homme qu'ils étaient certains d'être Salameh. Le 21 juillet 1973, alors que l'homme rentrait du cinéma avec sa femme enceinte, une équipe du Mossad l'a abattu. Mais ils s'étaient trompés. L'homme qu'ils avaient tué était Ahmed Bouchiki, un serveur marocain qui ressemblait à Salameh, mais n'avait aucun lien avec le militantisme palestinien. Il est mort dans les bras de sa femme, dans une rue paisible d'une petite ville norvégienne. L'opération bâclée a conduit à l'arrestation de 6 agents du Mossad. Ce fut un échec catastrophique. Leur capture et leur procès ont exposé la guerre secrète d'Israël au monde entier, dans les moindres détails. Ce fut une humiliation profonde qui a brisé le mythe de l'infaillibilité du Mossad et provoqué une crise diplomatique majeure avec la Norvège. L'opération Colère de Dieu fut officiellement suspendue. La chasse au véritable prince rouge devait attendre, mais le désir de vengeance, lui, n'était pas éteint. Avec les menaces irakiennes et syriennes neutralisées, une menace nucléaire bien plus vaste et complexe a émergé. L'Iran. Son programme était vaste, décentralisé et profondément enfoui. Le Mossad a d'abord tenté des méthodes clandestines contre le programme irakien par le sabotage et l'assassinat, mais la construction a continué. Face à l'achèvement imminent du réacteur, le Premier ministre Menachem Begin a pris une décision fatidique. Le 7 juin 1981, l'opération Opéra a été lancée. Des avions de chasse israéliens ont parcouru plus de 1000 km pour détruire le réacteur. Des années plus tard, en 2007, le Mossad a découvert un réacteur secret syrien construit avec l'aide de la Corée du Nord. L'opération Verger a abouti à sa destruction silencieuse et efficace. Contre l'Iran, la guerre est devenue plus sophistiquée. Le Mossad a été le pionnier de la cyberguerre avec Stuxnet, un ver informatique qui a physiquement détruit des centrifugeuses iraniennes. L'agence s'est également tournée vers l'assassinat ciblé de scientifiques nucléaires iraniens, utilisant souvent des bombes magnétiques dans des attaques audacieuses en plein jour. En 2020, l'assassinat de Mohsen Fakhrizadeh, le père du programme nucléaire iranien, a révélé un bond terrifiant dans la technologie, utilisant une arme télécommandée par satellite et alimentée par l'IA. Cette guerre de l'ombre multiforme contre l'Iran est devenue l'objectif principal et dévorant du Mossad, une lutte incessante pour gagner du temps. Pour comprendre le Mossad, il faut comprendre sa devise. C'est par la ruse que tu feras la guerre. Ce n'est pas qu'un slogan, c'est l'âme de l'agence. Elle reflète une compréhension pragmatique, valoriser l'intelligence et l'avantage psychologique plutôt que la force brute. L'opération parfaite est silencieuse et intraçable. Ces agents sont choisis non pas pour leur force physique, mais pour leur intelligence, leur résilience psychologique et leur capacité à établir des liens. L'agence puise dans la diversité mondiale de la diaspora juive, lui donnant un avantage de camouflage humain qu'aucune autre agence ne peut égaler.
Si un seul mot pouvait décrire la culture opérationnelle du Mossad, ce serait la chutzpah. L'agence cultive une culture où la pensée créative et à haut risque est exigée. La voie sûre est souvent considérée comme la plus risquée. Cette audace est liée à une volonté incessante d'innovation, fusionnant l'espionnage traditionnel avec une technologie de pointe. Sa structure relativement horizontale encourage le débat, permettant à la meilleure idée de l'emporter, quelle que soit son origine. Au milieu des années 60, Israël avait désespérément besoin de comprendre les secrets du chasseur soviétique MiG-21. Le Mossad a ciblé Munir Redfa, un pilote chrétien irakien mécontent. Ils lui ont offert une nouvelle vie et, surtout, la sécurité pour toute sa famille. Le 16 août 1966, alors que sa famille était exfiltrée clandestinement, Redfa a fait défection, livrant l'avion de chasse top secret à Israël. En 1976, un vol d'Air France a été détourné vers Entebbe, en Ouganda. Plus de 100 otages israéliens et juifs étaient en détenus, avec le soutien du dictateur Idi Amin. Une option militaire semblait impossible, mais le Mossad a fourni des renseignements cruciaux, y compris les plans du terminal. Le 4 juillet, des commandos israéliens ont mené un raid audacieux, parcourant 4000 km et utilisant une réplique de la voiture d'Amin pour tromper les gardes. En 53 minutes, ils ont secouru 102 otages dans l'une des opérations de sauvetage les plus audacieuses de l'histoire. L'histoire la plus légendaire est peut-être celle d'Eli Cohen, un espion du Mossad qui s'est infiltré au plus haut niveau du gouvernement syrien dans les années 60. Son accès était si profond qu'il a fourni des renseignements qui se sont avérés décisifs lors de la guerre des 6 jours. Cohen a payé le prix ultime, mais son espionnage a sauvé d'innombrables vies israéliennes et a fait de lui un héros national. L'héritage du Mossad est une tapisserie complexe tissée de fils d'héroïsme, de controverses, de succès éclatants et d'échecs tragiques. La question centrale demeure. Est-il un garant de sécurité nécessaire ou une force déstabilisatrice ? Ces méthodes impitoyables sont-elles un moyen justifiable pour une fin noble ou une corrosion morale qui sape les valeurs qu'il prétend protéger ? Votre opinion compte. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et participez au débat. Abonnez-vous et partagez pour découvrir d'autres récits qui changent notre vision de l'histoire.